Sujet, je vous laisse la parole. Ok, bonjour. Alors, je vais déjà commencer par partager mon écran. On va commencer par le commencement. Et vous allez me dire où on en est. Est-ce que vous voyez la première page? Alors, pas pour l'instant. Ah. Vous voyez pas le sommaire? Non, il n'arrive pas pour l'instant. On a fait les essais techniques hier. Donc Oui, ça fonctionnait très bien. Il n'y a aucune raison que ça hier, ça marchait, donc il n'y a pas de raison. Ouais, c'est en cours, je crois. Voilà, ça y est, ça arrive. Ça arrive. Hop, on y est presque. Et ben voilà. C'est tout bon avec votre joli logo? C'est tout bon. C'est tout bon. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation et pour l'invitation de Je ne suis pas un CV, dont vous voyez le hashtag, le collectif que je représente, collectif qui veut dire aussi quand même entreprise, puisque nous sommes une start-up, on va l'appeler comme ça, on est 19 au sein de cette start-up, cette entreprise. Donc, nous ne sommes pas associatifs, pour le dire autrement. Et donc, c'est à ce titre-là que j'ai accepté l'invitation de Dominique. C'est vraiment un plaisir d'animer toujours autour de ces sujets, qui sont des sujets d'actualité, mais déjà depuis quelques années quand même, sur le recrutement, où en est-on, où va-t-on. Voilà. Je vous ai mis là un début de sommaire, un petit sommaire pour guider nos échanges. Et évidemment, comme l'a dit Dominique, vous n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, soit en chat, soit en levant la main. L'objectif, c'est que je vous fais une présentation et puis c'est de susciter des questions, des réactions, des indignations même peut-être, hein, peut-être aller jusqu'à l'indignation, je ne sais pas, autour du thème du recrutement. Voilà, aujourd'hui, le recrutement, vous êtes en plein dedans, toute l'année, peut-être même sur les saisons d'hiver, sur les saisons d'été. Donc, les candidats, il vous en faut. Ils sont aujourd'hui, comme je le dis, probablement soit en poste, soit pas ou peu disponibles tout de suite. C'est peut-être des candidats en reconversion. Dans tous les cas, en ce moment, les candidats, ils sont pas faciles à identifier, pas faciles à capter, pas faciles à attirer. On a aujourd'hui le taux de chômage. Tiens, on va commencer par un petit chiffre. Je vais vous alimenter en chiffres pour qu'on partage tous un panorama un peu de l'emploi. Le taux de chômage actuellement s'établit à 7,2%. Ce sont des chiffres INSEE, c'est-à-dire à peu près 2,2 millions de personnes. Un taux de chômage à 7,2%, ça n'est pas arrivé depuis 40 ans, il faut le dire comme ça, sauf une fois, en 2008, où le taux de chômage était descendu à 6,8%. Mais si on enlève ce 2008, on n'a jamais eu aussi peu de chômeurs, demandeurs d'emploi depuis 40 ans. Et donc ça, c'est les chiffres fin 2022. Et sur février, on notait encore une petite baisse. Donc on est en train de se rapprocher des 7%. Voilà, est-ce qu'on est en route vers le plein emploi? Le plein emploi, c'est en descend sous les 5%. C'est ce qu'on appelle le plein emploi. Probablement, on prend le chemin, mais on voit bien que même là, dans un contexte de tensions internationales, de crise, d'inflation, l'emploi se porte bien et le chômage continue de baisser. C'est quand même déjà une force dans un pays où il subit l'inflation et d'autres éléments. On a quand même l'emploi qui se tient à un bon niveau. Alors, comment recruter en 2023? Quels peuvent être vos axes de réflexion? Quelles actions mettre en place et comment innover dans vos démarches? Comment recruter différemment et comment peut-être le recrutement sans CV peut être une solution? C'est un peu tout ça que je vous propose d'aborder au cours de ce webinaire. Je me présente en 22 secondes. Donc, moi, je suis directeur du développement chez Je ne suis pas un CV depuis quelques mois. Auparavant, j'ai passé les 2016-2023. Donc, ça fait déjà 7 ans que j'alterne entre des jobs d'entrepreneur. J'ai créé 2 entreprises, Hyperbolique et puis 13 RH. J'ai été indépendant, directeur des opérations chez Carteam, où je m'occupais de recrutement des fonctions IT. J'ai été responsable pédagogique dans une grande école, j'ai été intervenant dans d'autres écoles, j'ai été consultant en recrutement, j'ai été formateur. Donc, ces 6 dernières années ont été pour moi des années
d'alternance entre salariat, indépendance, freelancing, etc., etc. Auparavant, j'étais salarié, responsable du DRH dans le secteur de l'assurance. J'ai été 10 ans consultant RH à l'APEC. J'ai été 8 ans chef de projet recrutement dans un grand groupe, La Poste. Je suis aussi auteur. Et si vous voulez me contacter, je vous laisse mon mail et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Yann Bustos. J'en ai fini avec moi, mais c'était pas inintéressant, je crois. Vous sachiez à qui vous aviez affaire. Alors, est-ce que je suis l'exemple, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, du salarié de demain? Et je suis passé d'un statut à l'autre, je suis passé d'un challenge à l'autre. J'ai un parcours, on pourrait dire, haché, du coup, ces dernières années, ou qui pourrait sembler haché aux yeux de certains recruteurs. Voilà, on pourra aussi s'interroger sur ce qu'attendent les candidats, comment ils souhaitent être perçus dans leur carrière. Alors, ce que je vous propose pour démarrer tout de suite, c'est un petit quiz. Vous allez pouvoir répondre en chat ou prendre la main et surtout, vous pourrez réagir aux questions que je vais vous poser. Vous allez me dire si c'est surprenant, pas surprenant, voire incroyable. Généralement, j'ai cité mes sources à chaque fois pour qu'il n'y ait pas trop de débat sur ah oui, mais les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Première série de petites questions, je vous laisse les lire et je vous les dis à haute voix en même temps. Quel est le pourcentage, d'après vous, de candidats qui déclarent s'intéresser d'abord à la réputation de l'entreprise et à la marque employeur avant de postuler? Je vous laisse noter sur un petit coin de papier aussi les résultats de vos scores et vous me direz. Quelques secondes, le pourcentage de candidats qui s'intéressent d'abord à la réputation de l'entreprise et à la marque employeur. Moi, je pense que je vais faire apparaître mon petit chat live. Ça. Alors, on a Diane qui nous dit 78%. Ariane qui est plutôt à 48%. 68%, comme ça, on a les trois. Petite tendance, 48, 68, 68, 78. On est à 3 fois 78. Il y en a qui hésitent ou qui n'ont pas trouvé la barre de chat, tout simplement. Alors, Marie, elle préfère ne pas répondre. 78, 68. Allez, je vais vous donner la réponse dans quelques instants. Nathalie nous dit 2%, peut-être. Ou elle a deux réponses, je ne sais pas. La réponse. Ou la réponse 2. Ah, la réponse 2. Pardon, je n'avais pas vu. Suis-je bête? 48%. Merci Nathalie, autant pour moi. Mais en l'occurrence, ce n'est pas la bonne réponse, puisque la bonne réponse, c'est 78%. Voilà, aujourd'hui, alors là, c'est une étude LinkedIn, mais vous en trouverez d'autres. Le pourcentage de candidats qui s'intéressent d'abord à la réputation de l'entreprise et à la marque employeur c'est aujourd'hui largement supérieur à 70-75% dans beaucoup d'études. C'est-à-dire qu'un candidat, il regarde d'abord qui vous êtes, ce que vous faites de bien pour la planète, pour la société, pour tout un tas de choses. Et après, ils vont se décider en fonction à postuler ou pas. Donc, la réputation d'entreprise, mais ça, vous n'y pouvez pas grand-chose. Ce n'est pas vous qui la faites, la réputation. En revanche, la marque employeur, c'est vous qui pouvez la travailler. C'est extrêmement important aujourd'hui aux yeux des candidats. Et évidemment que le web 3.0 permet à tous les candidats de très, très vite s'informer sur la réputation et la marque employeur d'une entreprise. En France, deuxième question. En 2021, 7,5 millions d'annonces ont été diffusées. Ça, c'était en 2021. D'après vous, combien d'offres d'emploi ont été diffusées en 2022? « 7,5 millions en 2021 d'offres d'emploi. En 2022, 10,5, 9 ou 7? On a un petit peu toutes les réponses. Sauf le 7, qui semble avoir peu de succès. Effectivement, ça voudrait dire qu'on a diffusé moins d'offres d'emploi en 2022 qu'en 2021. C'est effectivement pas le cas du tout. En 2022, on a diffusé environ entre 10 et 11 millions d'offres d'emploi. Donc, beaucoup plus qu'en 2021. Et la question qui pourra se poser, c'est la suivante. Combien il y en aura de diffusés en 2023?
On verra ça tout à l'heure. J'ai peut-être une question à ce sujet. Donc, effectivement, énormément d'offres d'emploi diffusées. Globalement, une entreprise, quand elle diffuse une offre, elle le diffuse en moyenne sur 5 supports différents. Les 5 supports pourront être le site carrière, et puis après, les réseaux sociaux, et puis des job boards classiques, Job Tourisme, APEC, Pôle emploi, Indeed, Le Bon Coin, Hello Work, etc., etc. Donc, en moyenne, une entreprise diffuse sur 5 supports, des études qui ont montré cela. Ça, c'est rendu possible par le fait que les ATS permettent aujourd'hui des multidiffusions. Je dépose une offre sur mon ATS et tout ça est envoyé à plusieurs sites en même temps. Troisième question, d'après vous, quelle est la proportion d'actifs qui souhaitent changer d'emploi en 2023? Proportion d'actifs qui souhaitent changer d'emploi en 2023. On se pose la question de savoir si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. 50%, un tiers, deux tiers, on a déjà les réponses. Un tiers, 50%, deux tiers, 50% toujours, 50, un tiers, 50. J'ai l'impression que le un tiers ou 50% tient la corde. La réponse, c'est les deux tiers. On a plus de 60% des actifs qui déclarent, qui souhaitent, ou qui le disent, vouloir changer d'emploi en 2023. Alors, on prend ça soit comme une bonne nouvelle, soit comme une mauvaise nouvelle. Ça peut être une mauvaise nouvelle si on considère que les personnes qui veulent changer d'emploi vont nous quitter. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand on recrute, on peut se dire que si deux tiers des personnes veulent changer d'emploi, peut-être que dans leurs envies de changement, ils auront envie de venir chez moi. Ça, c'est vous de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. En tout cas, il y a une vraie volonté déclarée, je dis bien déclarée, des actifs à vouloir changer, à vouloir se reconvertir, à vouloir changer de secteur, bouger, d'un point de vue sectoriel, d'un point de vue géographique aussi. Et quand je dis reconversion, ce n'est pas forcément des énormes reconversions qui diraient j'étais ingénieur informaticien et je veux devenir pâtissier. Parfois, se reconvertir, c'est faire des pas de côté. Globalement, par an, les études montrent qu'on a à peu près 20-25% qui le font effectivement. Donc 60% qui déclarent vouloir changer. Et tous les ans, on a à peu près ce chiffre stable de 20-25% qui le font vraiment. Je n'ai pas vraiment d'études depuis le Covid, puisque le Covid a quand même bougé énormément de choses dans le souhait des gens. Et puis, quand on est face à un marché de l'emploi dynamique, ça suscite beaucoup plus de passage à l'action. C'est logique, on a plus de choix et d'opportunités. Ça fait moins peur de le faire. Quel pourcentage des candidats qui recherchent des informations sur une entreprise avant d'y postuler? Alors, je ne sais pas si à l'écran, vous voyez les chiffres, vous. Non, non, il n'y a pas la dernière ligne, en fait. Oh bah, comment je peux faire pour remonter? Voilà. Non, pas comme ça. Voilà, oui, Voilà, oui, mieux. Donc, quel est le pourcentage, j'ai oublié le « est », des candidats qui recherchent des informations sur une entreprise avant d'y postuler? Soit via l'offre, soit via les sites carrières, les sites d'avis en ligne, comme Glassdoor, les médias sociaux, la presse, les blogs. 90, 60, 90, 90, 90, je crois qu'on est sur un énorme plébiscite à 90%. C'est un chiffre que vous aviez, à peu près tous, sauf Elodie peut-être, parce qu'effectivement, le chiffre c'est 90%. 9 salariés sur 10 se renseignent avant de postuler. Un chiffre évidemment qui a augmenté ces dernières années grâce au web tout simplement. Et puis c'est à mettre en corrélation avec les 68% qui s'intéressent d'abord à la réputation d'entreprise, à l'impact employeur avant d'y postuler. Allez, 3 dernières questions. Pour vraiment vérifier vos connaissances et votre connaissance du marché de l'emploi. Le pourcentage des candidats qui souhaitent connaître le salaire ou à minima une fourchette de rémunération dès la lecture de l'offre. Quant à donc dans la planète candidat, combien sont-ils à vouloir avoir des infos immédiatement sur le salaire? 87, 78 ou 69%? 87, 78, 87, 78 sont vos réponses jusqu'à présent. Personne n'a évoqué le 69%, donc vous avez tous les sentiments qui sont nombreux à vouloir cette information. Selon cette source-là, Hello Work, mais elle est corroborée par plein d'autres études, c'est 87%. Près de 87% des candidats souhaitent connaître
au moins le salaire ou à minimum une fourchette de rémunération. Dès la lecture de l'offre, et petite info, seuls 30% des entreprises affichent leur salaire sur les offres. Vous voyez le décalage entre la planète candidat et la planète recruteur. Planète candidat, 87% veulent cette info pour postuler, avant de postuler. 30% de la planète recruteur affiche. Je ferais bien un petit sondage. Là, je n'ai pas l'outil de sondage, mais on va taper 1 ou 0. Tapez 1 si vous indiquez vos salaires sur vos offres et tapez 0 si vous ne donnez pas cette information. 1, je donne le salaire. 0, je ne le donne pas. On est sur une très, très belle pratique. Pour l'instant, tout le monde me répond 1. 0, mais j'aimerais. Je sens qu'Ariane est contrainte par un environnement qui lui dit on va plutôt pas mettre le salaire. J'en fais cette traduction, pardon Ariane. J'aime bien le 0, mais j'aimerais. Donc bravo, c'est une très bonne pratique et forcément, ça aide les gens à mieux comprendre votre proposition et surtout, ça incite à postuler. Quelle est la proportion? Avant-dernière question, les actifs à la recherche effective d'un job qui s'auto-censurent au moment de répondre à une offre d'emploi alors même qu'ils possèdent toutes les compétences. Dit autrement, je suis candidat, je cherche un job, je vois une offre, je vois que j'ai toutes les compétences. Dans quelle proportion je vais m'auto-censurer? 4, 30, 30 sont vos réponses pour l'instant. Elodie Ariane, 30 et 30. Nathalie, 30. Eric, 54. 30 pour Marie des Ménuires, je sais bien. 30% pour le lac d'Aiguebelay. Servan nous dit 30% aussi. Eh bien, la dernière étude parue en ce sens par Jean Pralon et la chaire employabilité et recherche d'emploi de l'EM Normandie, qui fait des très belles études sur le monde de l'emploi, Jean Pralon, c'est 54%. 54% des candidats vont s'auto-censurer au moment de répondre à une offre, quand bien même ils en possèdent tous les prérequis, toutes les compétences, etc. Et la principale raison qu'ils invoquent, c'est le fait d'avoir peur d'échouer. Ils se disent que ça ne sert à rien, que le processus de recrutement va sûrement les écarter. En tout cas, ils ont une vision tellement négative du processus de recrutement tel qu'ils l'ont vécu ou tel qu'ils le fantasment. Globalement, ils préfèrent ne pas postuler par peur de l'échec émotionnel. Donc, c'est quand même questionnant. En tout cas, ça doit vous questionner sur votre processus de recrutement. Ça, c'est une chose réelle, telle qu'il sera vécu par le candidat. Mais ça doit aussi vous questionner sur la rédaction de vos offres d'emploi. Vos offres d'emploi, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elles mettent en avant suffisamment positivement le processus de recrutement que le candidat va vivre? En gros, est-ce que je lui dis ce qu'il va vivre? Est-ce que je lui explique les étapes? Et est-ce que je lui explique le temps que ça va prendre, par exemple? En tout cas, est-ce que j'ai quelque chose d'assez rassurant qui lui fera dire « Ok, je vois à peu près comment ça va se passer, et comme je vois mieux où je me projette, j'ai moins peur, donc je postule. » Ça doit vous renvoyer à la rédaction de votre offre d'emploi. Dernière question. Fin 2022, combien d'emplois étaient vacants en France? On en parle beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Les fameux emplois vacants en France. 365 000, de 500 000 ou 650 000 emplois vacants en France. 500, 650, 500, 650, 500, 650, 500. Clara nous dit 365. Là aussi, vous êtes plutôt sur les fourchettes hautes. Agnès de Romans nous dit 500 000. Eh bien, c'est Clara qui a la bonne réponse. Aujourd'hui, en France, on a officiellement, et depuis quelques années, on est sur cette fourchette à peu près de chiffres, 365 000 emplois vacants en France. Il faut faire attention, nos politiques, de tout bas, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais évoquent très souvent le chiffre de 500 ou 600 000, mais qui n'est en rapport avec aucune réalité mesurée. Donc, les sources, que ce soit les sources pour l'emploi, les sources d'ARES et bien d'autres, se situent toujours autour de 365 000 emplois vacants en France, c'est-à-dire des entreprises qui ont effectivement un poste à pourvoir ou qui est prochainement à pourvoir. En tout cas, on a quelque chose de réel. Donc, on est sur 365 000 et pas 500 ou 650 000. Pourquoi j'ai voulu vous citer ce chiffre? Parce que parfois, quand je fais des formations en recrutement ou ce type de conférence, on me dit c'est incroyable, on n'arrive pas à trouver.
alors qu'il y a énormément de personnes qui recherchent un job en France, mais on l'a vu tout à l'heure, mais ils sont de moins en moins. Et finalement, des emplois vacants en France, il y en a moins qu'on l'entend dire dans les médias. Voilà, c'était pour cette petite introduction sur le marché de l'emploi. Ça, je vais donc fermer ça. Je le mets ici comme ça. Je vous vois encore. Les tendances pour 2023, très rapidement, on regarde ce qu'on vient de se dire, c'est des pénuries forcément qui vont durablement perdurer. Les dernières études montrent qu'on est au moins sur un marché en tension jusqu'en 2030, et peut-être plus long encore. Les études ne le montrent pas, mais c'est difficile de se projeter à plus de 2030. Les démographes font cet effort de projection. Tendance pour 2023, très forte encore, c'est l'envie de télétravail qui va croître. Et là, doit se poser la question pour vous de la télétravaillabilité des emplois que vous avez à pourvoir. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait des postes où on ne peut pas télétravailler? Comment on peut compenser ça et comment on peut contrebalancer ça par d'autres avantages éventuellement? La tendance pour 2023 qui va aussi continuer, c'est le besoin d'épanouissement, la qualité de vie, des conditions de travail. Donc, tout ça, ces deux éléments, épanouissement, équilibre, qualité de vie, conditions de travail, c'est les attentes qui s'ancrent durablement dans la réflexion des candidats. Je tiens à dire que vous aussi, vous êtes des candidats, je suis un candidat, on est tous candidats à un moment donné dans sa vie. Des choses qui augmentent assez fortement dans les attentes et dans les tendances, c'est la partie égalité, équité, diversité, inclusion et RSE, qui arrive de plus en plus en tête des préoccupations des candidats, pour faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, les candidats qui se renseignent sur la marque employeur avant et donc qui vont regarder où vous en êtes de tous ces indicateurs d'égalité, d'équité, d'inclusion, etc. Le salaire qui reste un critère très important, voire le plus important côté candidat, et parfois même plus que les RH et les managers ne l'imaginent parfois. Trop souvent, quand je fais les formations en recrutement, on me sort telle et telle étude qui dit « Ah oui, mais ce n'est pas la préoccupation première des candidats, c'est plutôt l'équilibre de vie, c'est plutôt l'épanouissement, c'est plutôt la reconnaissance. » Oui, alors tout ça est vrai. Il n'empêche que le salaire arrive toujours dans les premiers critères. Donc, se dire que le salaire n'est pas un critère important pour un candidat, peut-être pas en 1, mais surtout pas en 5, c'est, je pense, faire une erreur d'analyse de qui va recruter, qui va candidater chez nous. Pour l'année 2022, le nombre d'intentions de recrutement était légèrement supérieur à 3 millions. Donc ça, c'était début 2022. Donc 3 millions qui ont généré 11 millions d'offres d'emploi. Cette année, les études et les enquêtes montrent qu'on est sur 4 millions 5 recrutements prévus en France. Donc tout ça est encore plus important que l'année 2022. Et donc peut-être que dans un an, on refera ce webinaire et je vous dirai qu'il y a eu 12, 13, 14 millions d'offres d'emploi diffusant. Alors, je n'arrive pas à passer à la slide d'après. Voilà. Alors, les axes de réflexion, il y en aurait beaucoup. Pour faire face à ce marché de l'emploi pénurique, je le mets entre guillemets, on pourrait dire plutôt en tension, incertain, mouvant, je pense qu'il faut que vous fassiez deux choses d'abord, ou en tout cas c'est ce que j'invite les entreprises que j'audite ou que j'accompagne sur l'amélioration de leur recrutement, c'est d'abord d'avoir une vraie réflexion sur une réflexion interne sur ses forces. L'avez-vous fait? Êtes-vous capable de détailler l'expérience collaborateur? Êtes-vous capable de dire quelles sont vos forces en termes de salaire? Est-ce qu'il y a une force liée à votre capacité à faire de la formation interne? Est-ce qu'une force que vous possédez serait que vous appartenez à un grand groupe, à une grande métropole ou à quelque chose de très rassurant? Est-ce que vous avez des filiales à l'international? En l'occurrence, vous non, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des passerelles possibles à l'international? Est-ce que telle société d'économie mixte, ou est-ce que vous êtes en relation avec des fournisseurs qui, eux, travaillent à l'international? Donc ça, c'est une réflexion interne avant pour balayer toutes les forces attractives de votre entreprise, d'une part. Donc, il faut réfléchir à l'entreprise, à l'organisation, quelles sont les forces de l'organisation. Et il faut aussi réfléchir au niveau poste. C'est deux choses différentes. Un candidat pourrait tout à fait acheter, on va dire, l'organisation parce qu'elle est brillante, et beaucoup moins le poste, parce que le poste, il faut moins rêver. Et inversement, il y a des candidats qui vont adorer le poste et beaucoup moins l'organisation ou le contexte. Donc, ce travail de réflexion interne sur les forces, il faut le faire au niveau, on va dire, de l'entreprise, de l'organisation, mais aussi au niveau du poste à pourvoir. Vous pourriez le faire aussi au niveau de l'équipe. Je peux avoir un super poste à pourvoir, très attractif, dans une équipe qui l'est un peu moins, pour plein de raisons, et c'est là où vous allez analyser vos faiblesses,
Et la raison pourrait être un management trop paternaliste. On a tous connu des postes qui sont difficiles à combler, mais qui sont très intéressants, avec plein de candidats qui se succèdent, parce que malheureusement, on a à la tête de cette équipe un ou une manager qui manifestement ne nous aide pas à garder les bonnes compétences. Donc, une réflexion interne à avoir sur les forces et les faiblesses, ça c'est important. Et là, il faut tout balayer. Et il faut vraiment être réaliste et sans concession. L'idée, ce n'est pas de se faire des cadeaux, ce n'est pas non plus de s'auto-flageller, mais de poser la photographie la plus précise possible. Puis je vous invite aussi à avoir une réflexion externe sur votre marché de l'emploi, mais un peu plus local. C'est-à-dire que c'est difficile de parler de marché de l'emploi. Il y a des marchés de l'emploi selon les postes à pourvoir, selon les profils qu'on souhaite attirer, et puis selon les bassins d'emploi. Donc là aussi, c'est une vision très précise à avoir de votre marché de l'emploi. Réflexion externe. Quelles sont les sources de recrutement qui ont le mieux fonctionné, les pires? Là, si je faisais un petit sondage, on va se faire un petit 1-0 encore, parce que ça marche plutôt pas mal. Qui d'entre vous a fait cette étude, a des KPI sur les sources de recrutement qui fonctionnent? Il sait dire que tel job board ou tel truc fonctionne bien en termes de recrutement et tel autre ne fonctionne pas bien. Alors, ceux qui ont fait cette analyse, c'est plutôt taper 1, et ceux qui ne savent pas vraiment quelles sont les sources de recrutement qui fonctionnent le mieux, taper 0. Donc, Servan et Elodie, plutôt 1. Ils l'ont fait. Elodie, elle me dit bah non, pas encore. Diane non plus. Un petit mix pour l'instant. D'autres qui ne se prononcent pas. Nathalie qui dit bien oui, on court grâce à l'ATS. C'est sûr qu'un ATS aide énormément à faire ce genre d'analyse. Je vais peut-être préciser ce que c'est qu'un ATS juste après, pour être certain qu'on parle tous le même langage. Donc, plutôt une majorité quand même de personnes d'entre vous qui me disent oui, on a quand même fait cette analyse. Alors, l'ATS, Application Tracking System, c'est le logiciel qui vous permet de diffuser des offres d'emploi de façon automatisée, de recueillir les candidatures et de traiter automatiquement les candidatures en les mettant dans un pipe CV sélectionné, CV analysé, candidat contacté, candidat accepté, entretien 1, candidat, voilà. On les fait passer comme ça d'une étape à l'autre et puis ça va jusqu'à la réponse négative à la fin, etc. ou jusqu'à la proposition d'embauche. Donc ça, c'est vraiment le logiciel qui permet d'automatiser toute ou partie du processus. Et là, vous avez tous un ATS. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas d'ATS aujourd'hui, qui gèrent encore avec des fichiers Excel ou des alternatives de type Trello? ATS, pas d'ATS? Pas d'ATS pour Hélène? Pas, plutôt pas, on est quand même sur plutôt pas d'ATS. C'est vrai qu'on a des structures aussi de taille très différentes, donc effectivement, ceux qui recrutent beaucoup, je pense, sont plus équipés que voilà, les petits offices de touristes, parfois moins de 10 salariés, qui recrutent 1 ou 2 saisonniers. Exactement. Alors, dans les ATS, il y a de tout. Il y en a des très chers, il y en a des très gratuits en fonction des volumes, en fonction des équipes. Donc, vous allez pouvoir trouver aussi des petits ATS peu onéreux qui peuvent vous rendre service, mais sinon, un Trello et un Excel un peu automatisé peuvent vous rendre aussi beaucoup de services. Au-delà des sources de recrutement, sur la réflexion interne, c'est la mise en réseau, ce que vous faites aujourd'hui. Dominique a fait aujourd'hui, c'est quels sont les réseaux qui me permettent de faire connaître mes besoins. Là, j'ai cité Aura Entreprise, j'ai cité le MEDEF, CGPME, et puis aussi beaucoup d'associations industrielles locales. Là, je cite l'exemple du PIPA. PIPA, c'est une association de la Plaine de l'Ain, les industriels de la Plaine de l'Ain qui sont associés au sein de ce PIPA et qui partagent leur expérience, qui partagent énormément de choses et aussi donc, qui partagent des candidatures, en tout cas qui mettent à disposition parfois sur un job board dédié des offres d'emploi. Et là, pour le coup, exemple un petit ATS gratuit, s'il vous plaît. Oui, bah alors, il y en a plein. Il y en a plein. Nathalie, vous avez mon mail. Avec plaisir pour qu'on échange par mail, pour que je vous donne 2-3 pistes d'ATS ou 2-3 alternatives. Vous devrez trouver ça, Nathalie. Donc, Yann, je ne suis pas un CV.fr. Si vous ne me retrouvez pas, vous passez par Dominique, elle sait me retrouver. De mon point de vue, alors. Pardon, on pourra peut-être mettre un petit ATS gratuit dans le mail qu'on enverra après la présentation avec le lien sur le replay. Oui, gratuit ou très peu onéreux. Il y en a beaucoup. Alors là, j'ai caché le titre. Donc l'objectif, c'était, en tout cas, c'était le titre, c'est casser les codes
du recrutement, au risque de vous décevoir, on ne va pas complètement tout casser. Et avant de parler d'innovation, de mon point de vue, il faut qu'on remette l'église au milieu du village. C'est-à-dire qu'il est quand même difficile de parler d'innovation ou d'essayer d'innover en recrutement quand on n'a pas encore tous les fondamentaux. De mon point de vue, avant d'innover, il y a des fondamentaux. Il faut maîtriser un socle. Et pour moi, le premier socle, c'est que chaque recrutement doit commencer par un cahier des charges précis. Ce cahier des charges qui doit vous amener à bien définir l'entreprise, votre organisation, son style de management, ses avantages, ses inconvénients, tout ce dont on a parlé avant. Et tu dois vous permettre de décrire, de définir les compétences dont vous avez besoin, et j'ai mis entre parenthèses vraiment besoin. Me semble-t-il, parfois on n'a pas de candidature parce qu'on a un cahier des charges qui est mal fait et qu'on recherche une Rolls-Royce pour faire le travail d'une 2 chevaux. On grossit trop le cahier des charges, on veut trop de compétences, on veut trop de choses. Et la même personne ne peut pas posséder toutes ces compétences et toutes ces compétences comportementales aussi, métiers ou comportementales. Donc là, moi, je vous invite à rédiger, à avoir vraiment un cahier des charges précis de ce que vous devez recruter, de celui que vous devez recruter. Et je parle vraiment de compétences et pas de profil, parce que trop souvent, moi, quand je recrute pour des entreprises, je leur dis très bien, mais quels sont les livrables, qu'est-ce que la personne va devoir faire, et donc quelles compétences vous recherchez. Et là, on me répond, ouais, j'ai besoin d'un bac +5, d'un bac +2, qui a déjà travaillé là, qui a déjà travaillé là. On me parle de profil, donc moi, je vous invite à d'abord raisonner en compétences techniques métiers et compétences comportementales, donc qualité, défaut, dites-le comme vous voulez, soft skills aussi, compétences douces, plein de façons de le dire, et ensuite de raisonner profil. Si vous raisonnez profil, vous allez vous passer de plein de candidats qui n'auront pas le profil, mais qui auront sûrement les compétences. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, pour une société d'assurance, ils ont recruté une chargée de relations clients, plutôt sur une plateforme d'appel, qui était esthéticienne. Évidemment que quand je demande au manager quel profil il voit pour être chargé de relations clients sur sa plateforme, il ne me parle pas d'une esthéticienne. Jamais, ça n'arrive jamais. Par contre, quand il commence à me décrire les compétences dont il a besoin, là, on va pouvoir aller chercher ses compétences d'accueil, de sourire, de relations clients, d'écoute, d'empathie, etc., dans plein d'autres métiers qui suffisent, qui sont des prérequis suffisants pour tenir. Donc, quelles actions mettre en place? De mon point de vue, déjà, rédiger des cahiers des charges précis sur ce dont vous avez besoin. Listez également tous les avantages réels de votre entreprise. Listez tout ce que vos collaborateurs citent, disent, aimer dans cette boîte. Parce que ça va être des arguments de vente réels, concrets et factuels. Et quand je dis des avantages, par exemple, encore des boîtes qui disent « Ah ouais, nous on a une mutuelle ». J'ai un peu l'impression que 100% des entreprises en France ont une mutuelle quand même. Donc ça ne devient plus vraiment un avantage. C'est comme quand vous êtes à Lyon, c'est on prend en charge les 50% transport. Ben oui, c'est la loi, tu es obligé de le faire. C'est un avantage. Donc c'est ça les avantages. Et les avantages, il faut vraiment tous les balayer. Ça peut être aussi travailler dans un environnement pleine nature. C'est un avantage pour ceux qui aiment travailler en pleine nature. Donc voilà. Pour ça, appuyez-vous vraiment sur les remontées terrain. Ce qu'aiment vos collaborateurs et ce qui font qu'ils y restent encore. C'est eux qui ont cette information précieuse. Et puis, est-ce que vous êtes capable d'identifier aussi sans concession ce qui ne va pas dans votre boîte, les irritants et les gros sujets? Voilà. Est-ce que vous êtes capable de les traiter? Si vous faites tout ça, vous allez avoir bossé un peu votre marque employeur. Et là, je vous cite l'effet Bifidus. L'effet Bifidus, qu'est-ce que c'est? Tout ce que vous mettez en place à l'intérieur de votre entreprise pour que les gens se sentent mieux, aillent mieux et restent dans votre entreprise, ça va faire briller votre boîte. Et tout ce que vous faites de bien à l'intérieur de votre boîte, ça va se voir à l'extérieur de votre boîte. Donc, pour attirer de nouveaux candidats, il faut déjà penser à bosser et à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail de ceux qui y travaillent. Plus ça brille, plus ça va se voir, plus ça va être attractif. Je fais un petit stop. Est-ce que j'ai été clair sur cet effet Bifidus et marque employeur? Le côté, il faut déjà penser à ce qu'on a, à faire briller l'existant pour qu'ensuite ça rayonne. Si je n'ai pas de réponse, c'est que je considère que c'est clair. Nathalie me dit oui de la tête. L'effet Bifidus, il est important. C'est comme ça qu'on base sa marque employeur. Et puis après, il y a toute la partie faire savoir. Comme autre action à mettre en place, je vous invite à bosser vos offres d'emploi. Sont-elles attractives, différenciantes, publiées sur les bons canaux? Je pense à une mairie
Là, comme ça me vient tout de suite, ça me fait toujours assez rire, et je leur ai dit déjà, à chaque fois qu'ils ont une offre d'emploi, c'est la mairie de machin truc vous informe de la vacance d'un poste. Alors moi, je trouve ça d'un point de vue littéraire très joli. C'est presque un peu désuet, mais c'est absolument pas attractif. La mairie de machin vous informe de la vacance d'un poste. On se dit, waouh, où est-ce que je mets les pieds en termes de management, en termes de… Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il faut travestir ces offres d'emploi et survendre l'environnement qui n'est pas le sien. Pour autant, il y a quand même des mots à bien choisir parfois qui vont être plus ou moins attractifs. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire immédiatement sous les offres d'emploi. Est-ce qu'elles décrivent bien mon entreprise? Est-ce qu'elles mettent bien en avant mes forces? Est-ce que j'ai réussi à transformer mes faiblesses en force? Par exemple, une faiblesse pourrait être de dire, oui, mais moi, mon poste, il est éloigné d'une grande ville. Et ça, il faut arriver à le transformer en force et peut-être dire, elle est peut-être éloignée d'une grande ville, mais la force, c'est qu'elle est située dans un environnement câble, en pleine nature, avec tous les commerces utiles, et c'est un cadre idéal pour élever ses enfants. C'est comme ça qu'on arrive à essayer de transformer ce qui peut être une faiblesse pour certains en force. Vos recruteurs sont-ils formés au recrutement? Ça, c'est une base. Il ne sert à rien d'innover en recrutement si on a des recruteurs qui ne sont pas formés au recrutement et qui ne vont pas bien se saisir de cette innovation. Ça, pour moi, c'est un socle. On perd beaucoup trop de candidats et de candidatures quand on n'est pas formé au recrutement. Et le premier niveau sur lequel on va perdre des candidats, c'est au tri de CV, tout simplement. Quand on trie des CV, on va perdre 75% de candidats. Et dans ces 75% de candidats, je suis à peu près persuadé qu'il y en a 50% qui possèdent les compétences et des prérequis suffisants pour qu'on les voit au moins en entretien. Ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure. Il ne faut pas confondre compétences, métier ou comportementales avec profil. Donc, ça nécessite d'accompagner les recruteurs quand même à des fondamentaux. Et le premier des fondamentaux pour moi, c'est d'expliquer aux recruteurs que les candidats, ce n'est pas des professionnels de la rédaction de CV. Et donc, on a souvent des très mauvais CV. Et c'est comme ça. Personne ne forme personne à la rédaction de CV. Deuxième fondamental, un autre fondamental pour moi, y a-t-il un processus formalisé d'intégration dans mon entreprise? Est-il efficace? Et oui, ça ne sert à rien d'innover si vous n'êtes pas capable d'intégrer correctement dans votre entreprise. C'est-à-dire que vous allez faire venir des candidats pour les perdre très rapidement parce que mal intégrés. Et après, on se pose la question du management. Et ça, c'est autre chose. En innovation, moi, je vous en propose pas 25, je vais vous en proposer 4 pistes de réflexion. D'abord, de participer à des salons et des job dating. Il est important, et je sais bien que ce n'est pas facile, qu'on n'est pas nombreux dans une boîte, de se dégager du temps. Pour autant, c'est important d'investir ce temps pour aller à la rencontre de votre marché de l'emploi des candidats. Il n'y a rien de mieux que d'envoyer des managers sur des salons et des job dating pour qu'ils se rendent compte de la réalité des candidats que vous, en tant que RH ou recruteur, vous allez leur présenter. Ça permet aussi de verticaliser, d'aller vers et de parler concrètement de votre marque employeur. Évidemment, intéressez-vous aux compétences transversales plus qu'aux compétences métiers. Les compétences métiers, ça peut s'apprendre, on peut former. Et pour ça, il y a des sites, il y a des plateformes qui peuvent vous aider. Évidemment, c'est payant, mais vous qui verrez selon vos budgets. J'ai cité trois plateformes qui me semblent intéressantes à regarder, Assess First, Seven et Trimoji, qui sont des tests de soft skills qui permettent de recruter sans CV, c'est-à-dire sans regarder les compétences techniques, mais plutôt en s'intéressant aux motivations et aux compétences comportementales. Vous pouvez aussi introduire comme innovation l'entretien vidéo, l'entretien différé, qui permet à des candidats un peu éloignés de ne pas se déplacer. Donc ça, c'est l'entretien vidéo. Et l'entretien différé, c'est vous proposer à des candidats de répondre à des questions et d'enregistrer leurs réponses d'un point de vue vidéo. Donc, ils vont se filmer répondant aux questions que vous allez leur prévoir et vous pourrez analyser leurs réponses au moment où ça vous semblera le plus opportun. Et puis l'innovation que je vais vous présenter en 22 secondes, c'est celle que nous portons chez Je ne suis pas un CV, mais je ne voulais pas que ça soit l'innovation principale. J'ai l'humilité de croire qu'on fait partie des solutions, mais nous ne sommes pas la solution. Sortir des sentiers battus, c'est se tourner le plus possible à le recrutement sans CV. C'est ce que nous proposons avec une plateforme. Une plateforme qui dit deux choses. Elle dit aux candidats, non pas de déposer un CV sur la plateforme, mais de dire les métiers qu'ils ont exercés. Et nous, notre logiciel permet de créditer les métiers en compétences. Voilà, j'ai été cariste, j'ai été vendeur, j'ai été élagueur. La personne remplit ses métiers et puis notre logiciel va le créditer a priori de compétences. Et puis côté entreprise, côté organisation, on leur demande non pas de déposer une offre d'emploi classique, mais de dire moi je cherche
un assistant cuisinier, je cherche un cuisinier, je cherche un maître d'hôtel. Et donc là, notre logiciel en extrait les compétences, les prérequis, et de ces prérequis métiers, on va les matcher avec des compétences des candidats en fonction des métiers, ce qui permet notamment à une esthéticienne de devenir chargée de relations clients, ce qui permet à un garagiste, il n'y a pas très longtemps également, de aussi basculer dans la relation client, et là, dans une mutuelle. C'est ce qui permet les pas de côté. Un métier, c'est plein de compétences transférables, et vos besoins à vous, ce sont aussi des prérequis. On peut aussi faire plein de métiers chez vous sans jamais les avoir tenus, ou sans jamais les avoir vraiment pratiqués. Donc, le recrutement sans CV, pour nous, c'est ça. Ça permet aux gens de faire des pas de côté. Ça permet aux recruteurs de ne pas s'intéresser au parcours, mais plutôt aux compétences, aux prérequis et surtout au passé. Ce qui nous fait dire que le projet est plus important pour nous que le passé. C'est ce qu'on a fait avec Adventure Group. C'est l'exemple que je voulais vous citer avant de passer la main à Rémi. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé, Rémi, d'ailleurs. Oui, il est là. Ah, et bien voilà, je sais que Rémi, il a un exemple à nous donner. Ben voilà, avec Adventure Group, ce sont des parcs d'attractions dans la région lyonnaise. On les a accompagnés dans le recrutement sans CV de leurs saisonniers. Leur objectif, c'était recruter 90 personnes à former. Ils se sont affiliés au label Je ne suis pas un CV pour aider les candidats, le label que j'ai écrit Lablé. Pour ça, comment on a fait? Un code flash, un flash code, qui renvoyait sur un mini-jeu en ligne. Je vous l'ai mis en lien. Donc là, ce mini-jeu, c'était est-ce que vous arrivez à retrouver la pizza dans l'environnement? Des questions, évidemment, qui n'avaient pas de sens. Tout le monde gagnait. À l'issue de ce mini-jeu, les personnes qui avaient joué, qui avaient été attirées par le côté ludique, on leur pose 3-4 questions sur quels sont vos souhaits professionnels. Et puis, si vous voulez, inscrivez-vous à cette session de recrutement. On organise une session de recrutement décalée. Donc là, il n'y a pas de CV. Ils s'inscrivaient. Ils avaient immédiatement un entretien, dans les 24 heures, un entretien flash téléphonique pour valider avec eux certains points. Et puis, si tout collait sur cet entretien flash, hop, on les convient à une session de recrutement ludique où là, on analysait plutôt, ou en tout cas l'entreprise, Adventure Group, analysait les traits de caractère et les traits de personnalité. Ça leur permettait aussi aux candidats, futurs candidats, de découvrir le futur univers de travail. Et pour ceux qui passaient un dernier cap, ils étaient envoyés une formation. Ils seront envoyés à partir de mai une formation de 40 à 160 heures, selon le poste à occuper chez Adventure Group, dans les cuisines, à l'accueil ou sur le terrain. En tout cas, voilà un exemple. Là, si vous tapez Adventure Group sur Google et vous allez voir dans les actualités, ils ont fait pas mal d'articles là-dessus. Ça a permis, sans CV, de mettre 90 personnes dans des pipes de formation. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, ça, c'est un exemple. Et je crois que Rémi, on a un autre à vous citer. Merci Yann de tous ces éléments qui, j'espère, vous aideront. Alors, moi, suivant, j'ai envie de dire, le degré de conformité que vous aviez pas ou pas sur vos offres d'emploi et sur vos recrutements. C'est vrai que nous, on en publie sur notre site des offres d'emploi, des offices de tourisme. Et c'est vrai que parfois, j'en vois passer et je me dis, ça fait quand même pas rêver, quoi. Donc, voilà, j'espère que progressivement, c'est quelque chose qu'on va arriver à améliorer collectivement dans le réseau pour avoir des équipes au complet d'abord et bien sûr performantes ensuite. Et puis, à vos questions, je suis disponible après pour répondre à vos questions, évidemment. Oui, on va peut-être, si quelqu'un a tout de suite des questions sur ce que vient de dire Yann, est-ce que quelqu'un veut poser une question ou Réagir, s'offusquer. intervenir sur un point? Moi, j'ai juste une petite question. Oui, Ariane. Je vais parler donc là, vous parlez du recrutement sans CV. Moi, personnellement, j'ai arrêté de demander des lettres de motivation parce que je pense aussi que c'est un énorme frein et je voulais juste avoir votre avis là-dessus. Oui, et voir comment on peut faire quand on a besoin de quelqu'un qui a une très bonne rédaction, notamment en community management, par exemple, voir comment quand même valider cette partie-là qui est importante. Bien sûr. Alors, nous, sur notre plateforme, sur notre application, on a une question, c'est-à-dire que le candidat, il va déposer son profil et en plus, quand on dépose un besoin, l'entreprise va poser une question écrite. Qu'est-ce qui fait que vous avez postulé chez nous? Ce qui permet de valider quand même un petit peu l'expression.
vous avez raison sur l'aide de motivation. Déjà, les candidats sont peu formés à la rédaction d'un CV, encore moins à la lettre de motivation. Et je vous le dis en connaissance de cause, j'ai bossé 10 ans à l'APEC, donc j'ai une petite vision de ce que ne savent pas faire les candidats. Moi, ce que j'aime faire, en tout cas, c'est à l'issue du premier entretien, je demande juste un petit mail, quelques lignes, 10 lignes, pour dire, voilà, qu'est-ce que vous avez compris de notre entretien, du poste, de ses enjeux, de ses difficultés, de ses forces, de ses faiblesses, tout simplement. C'est une auto-analyse, un auto-positionnement. Ça permet de vérifier, un, la compréhension du poste, déjà, et deux, quand même, la partie rédactionnelle. Ça, c'est une bonne pratique. On ne demande pas un 4 pages, hein, évidemment. Ok, merci. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres. Autre chose? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Eh bien, on va continuer avec Rémi et Servane. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, juste, est-ce que vous avez un support ou vous allez nous expliquer ça comme ça, à cappella? Bon, on va le faire comme ça, si tu veux D'accord. bien. Ouais. Oui, très bien, très bien. Voilà, juste si je vous partage le partage d'écran ou pas, c'est tout. Allez-y, c'est à vous. On n'a pas pour long, on va être court. Merci Yann, c'était super intéressant comme présentation. J'ai trouvé ça à la fois dynamique et appris plein de choses. Donc, entre-temps, on a profité pour rayer toutes les parties mutuelles en fait, de nos offres d'emploi. J'ai trouvé ça très sympa. On voulait vous parler, donc je suis directeur de l'Office de tourisme de La Plagne, Servane qui avec moi est notre responsable ressources humaines, et vous parler d'un partenariat qu'on a mis en place, alors qui date depuis quelques années, mais qui depuis cette année s'oriente vraiment sur la partie ressources humaines et recrutement. Il s'agit du partenariat entre La Plagne et le parc de loisirs du Puy du Fou. C'est un partenariat qu'on a depuis une dizaine d'années, qui est né au départ par rapport à une volonté en fait de communiquer auprès de nos clientèles respectives, puisque la Plagne en tant que station de ski va fonctionner de décembre jusqu'à fin avril, et le Puy du Fou en tant que parc de loisirs va ouvrir fin avril pour aller fermer au mois de décembre. Donc on avait une saisonnalité complémentaire et on s'est dit en termes de commercialisation, de business, de marketing, on pouvait s'adresser en fait à notre cible de clients. On fait à peu près 2 500 000 journées skieurs, Puy du Fou fait 2 500 000 entrées aussi par an. Donc on était à peu près de même calibre pour avancer ensemble. C'est parti sur du marketing. Derrière, on a fait différentes opérations de partage d'expérience, notamment avec les cadres, différents experts métiers qui ont pu aussi se présenter, je pense, aux équipes digitales, aux équipes également au niveau des ressources humaines, au niveau de la gouvernance, des coordinations aussi à la fois de la station et du Puy du Fou. Donc, il y a eu pas mal d'échanges comme ça qui se sont faits sur une dizaine d'années. C'est aussi pour ça qu'on peut voir une belle cabine brandée Puy du Fou sur les pistes de La Plagne, pareil, de visibilité La Plagne au Puy du Fou. Ça, c'est pour poser un petit peu le contexte. Et depuis le passage du Covid, puisque les parcs d'attractions ont souffert autant que les stations, notamment sur l'hiver 21, et depuis le Covid, on a découvert en fait cette problématique de recrutement, problématique du marché de l'emploi qu'on n'avait pas forcément par le passé. Enfin, on traitait analytiquement des candidatures, on arrivait à avoir nos saisonniers tant bien que mal. Et depuis 2021, c'est devenu une vraie complexité. La Plaine, c'est à peu près 4 000 emplois saisonniers par hiver. Au Puy du Fou, ils en ont à peu près 2 000 aussi d'emplois saisonniers, donc ils sont complémentaires en fait à notre activité. Et eux, comme nous, sont multimétiers, puisque dans une station de ski, on a autant de la restauration que de l'hébergement, que du service à la personne, que du service technique. Et en fait, c'est un peu la même chose qu'on retrouve dans un parc, avec son système de restauration, d'hôtellerie, d'opérationnel, etc., avec tout niveau de compétences. Donc, à force d'avancer ensemble, on a réfléchi à essayer de créer ce partenariat et de l'orienter justement sur les ressources humaines en pouvant proposer le vivier de saisonniers de La Plagne pour travailler au Puy du Fou et inversement, les saisonniers du Puy du Fou qui pourraient venir travailler à La Plagne l'hiver. Donc, l'idée est née comme ça. On a commencé à mettre ça en place depuis cet hiver et je vais laisser la parole à Servane qui va nous en dire un petit peu plus parce que c'est toi qui as travaillé sur le projet concrètement, mettant un petit peu les mains dedans pour arriver à construire ça et avancer avec eux. Alors, c'est vrai qu'il y a un double enjeu avec le Puy du Fou. Donc, le premier, c'était pour eux, en fait, de venir chercher leur vivier de candidats chez nous à La Plagne.
Donc ça, en effet, cette étape-là, elle a eu lieu en janvier où on a plusieurs recruteurs du Puy du Fou qui se sont déplacés sur les différents sites de la Plagne pour venir recruter leurs futurs peut-être prochains salariés. Et puis, la grosse étape qui va arriver maintenant, et ça, je pense qu'en effet, ça peut intéresser tout le monde là, c'est surtout de se dire que donc nous, notre rôle à nous, c'est d'aller justement recruter au Puy du Fou nos candidats La Plagne. Sauf que La Plagne, nous, on est une station, on est multisite, enfin, il y a des dizaines de des centaines même de socioprofessionnels. On est très nombreux, on n'est pas une entreprise. L'avantage du Puy du Fou, c'est qu'ils sont une seule et même structure. Or, nous sommes une multitude de structures. Donc, en fait, le gros travail qui est fait, c'est vrai qu'on a ce partenariat, mais on a aussi un sujet de fond qui va être de s'unir au niveau de la station sur notre recrutement. Donc, pour ça, on a créé un comité de pilotage dont le but va être justement de travailler sur notre marque territoire et non pas seulement notre marque employeur, parce que nous, on va avoir notre marque employeur Office de tourisme de la Grande Plagne, mais là, c'est bien de travailler sur une marque territoire. Et donc, derrière cette marque territoire, ça va être justement exactement ce qui a été décrit juste avant, ça va être de faire notre étude de marché, de voir nos avantages, mais à l'échelle de la Plagne. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut proposer à nos saisonniers à la Plagne, pourquoi on va communiquer sur la Plagne recrute et pas seulement l'Office de tourisme de la Plagne recrute ou les remontées mécaniques recrutent, etc. Chez nous, c'est la SAP, mais voilà. Donc, en fait, derrière tout ce projet-là, au final, on a bien la création d'une marque territoire à l'échelle de la station de la Plagne et qui va permettre justement après de faciliter ce partenariat parce que nous, quand on va y aller, on ne peut pas aller à 150 socioprofessionnels au Puy du Fou pour recruter. Donc, en fait, l'objectif derrière, c'est la création justement d'outils qui va nous permettre de recenser l'ensemble des offres d'emploi sur la Plagne pour que quand on se déplace sur des salons ou quand on se déplace notamment au Puy du Fou, on puisse être peu nombreux, c'est-à-dire qu'on puisse être 4 ou 5 représentants de la station et avoir quand même l'ensemble de toutes nos annonces et ainsi les présenter aux candidats en fait, du Puy du Fou. Donc voilà, ce sera ce rôle aussi de représentation en fait, au Puy du Fou de l'ensemble des acteurs du recrutement de la Plagne. Il y a un avantage aussi particulier qu'on a pu discuter avec les dirigeants, c'est que ça permet donc déjà de présenter nos structures, de rencontrer les candidats. Et puis surtout, on a accès et on est en partenariat justement avec les employeurs. C'est-à-dire que si on a un doute, si on a une question, si on a un avis à avoir, on a directement en fait, les employeurs qui sont à côté de nous pour pouvoir justement choisir les candidats et les répartir. Et inversement, côté station de la Plagne, puisqu'on connaît quand même plus ou moins tous les professionnels qui structurent notre territoire, et où on est capable là aussi d'avoir un avis dans la journée, on l'a vu cet hiver, sur les candidats qui se présentent, qui font la démarche de candidature pour le Puy du Fou, on peut avoir l'avis dans la journée justement de son employeur de l'hiver qui peut donner un avis positif ou négatif selon si c'est un bon saisonnier ou alors quelqu'un dont il fait tout pour se séparer. Donc ça, on a aussi l'info en direct, ce qui permet aussi d'avancer assez rapidement sur ces questions-là. Donc c'est plutôt intéressant, une belle réussite, en tout cas pour l'instant pour la partie qui a été faite cet hiver, donc quand leurs équipes sont venues chez nous. Donc là, ouais, on avait travaillé sur beaucoup de communication auprès de tous les employeurs de la station pour qu'ils puissent véhiculer vraiment l'info au niveau de leurs saisonniers, pour qu'ils puissent se déplacer, faire la démarche de venir justement rencontrer les équipes du Puy du Fou qui étaient présentes. Et on sait qu'on peut compter sur eux aussi sur le mois de septembre, quand on ira chez eux, pour qu'ils regroupent tous leurs saisonniers et qu'ils les fassent venir rencontrer nos équipes. Ouais, j'ajouterais quand même juste qu'en fait aussi le gros avantage qu'on trouve là-dedans, c'est qu'on a nos saisonniers qui vont rentrer dans une… Enfin, l'objectif, c'est un petit peu ça, c'est de pouvoir les retrouver plus facilement. Ils vont rentrer dans une boucle de recrutement avec notre partenaire Puy du Fou. Et donc, c'est d'aller les chercher en fait à la fin de l'été pour qu'ils puissent revenir chez nous en fait à l'hiver en fait. Donc voilà, ça permet d'avoir cette boucle-là et puis de maintenir en fait le contact avec nos saisonniers.
Voilà pour la petite présentation. On a fait court, Dominique. Je ne sais pas s'il y a, s'il y a Si, merci. Je pense que c'était court, mais c'était complet. J'ai presque envie de dire, on attend la suite. Vous nous tiendrez au courant Voilà. de l'évolution de ce projet aussi, des résultats. Voilà, si c'est des choses qui sont duplicables peut-être avec d'autres structures, voilà, ou avec dans un autre format de projet. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ce type de retour d'expérience dans le réseau. Est-ce que quelqu'un, alors peut-être pas à cette échelle-là, parce que c'est quand même déjà un projet d'envergure et on sait que la Plane aussi est un des plus gros offices de tourisme du réseau, mais est-ce que dans les personnes présentes, il y en a d'autres qui ont des actions je dirais, un petit peu dire originales ou avec un petit pas de côté sur le recrutement? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? Non. Peut-être pour réagir, si vous me le permettez, avant que quelqu'un écrive une question ou la pose, parce que j'ai beaucoup aimé la notion de marque, pas employeur, mais territoire, et vous avez tout à fait raison. La marque employeur, c'est bien, la marque territoire, de mon point de vue, c'est encore mieux, mais bon, c'est l'ADN de notre projet, le collectif, la communauté. Donc, Servan, j'aime beaucoup cette notion de marque territoire. Et juste pour vous préciser que ce qu'on a proposé, nous, à nos partenaires, on a à peu près 130 partenaires, c'est de les aider, c'est de la marque territoire et de la marque employeur, c'est de les aider à bien traiter les candidats qu'on ne retient pas, en fait. C'est-à-dire que dans chaque processus de recrutement, on s'occupe toujours de celui qu'on recrute. Celui qu'on recrute, ben, on va le choyer, on va l'intégrer, on va le former, etc. Mais qu'est-ce qui se passe pour les 99% des candidats qu'on ne recrute pas? Et nous, ce qu'on propose à tous nos partenaires, c'est un lien traqué et un template qu'ils vont insérer dans leur réponse négative et qui dit en gros, bah, écoutez, désolé, on ne va pas vous recruter, ce n'est pas le bon moment, c'est pas le bon. Pour autant, en suivant ce lien, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme Je ne suis pas un CV. C'est évidemment gratuit pour le candidat. Et donc, vous serez mis en visibilité. En créant votre profil, vous êtes mis en visibilité avec les autres acteurs qui sont eux-mêmes sur cette plateforme. Et donc, je pense que ça rejoint un peu cette notion de marque employeur, mais aussi de marque territoire. Alors, nous, on a un territoire qui est un collectif, mais qui rejoint ça. C'est de dire, bah, les candidats que je ne retiens pas, je leur propose, je les aide déjà. Donc, je travaille ma marque employeur en leur disant, bah, tiens, inscris-toi et tu vas rendre visible ton profil. Et puis surtout, les candidats que je ne retiens pas peuvent être utiles pour les autres. Et inversement, ceux que les autres ne retiennent pas peuvent m'être utiles. Donc voilà, je voulais vous le notifier, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait mettre en place pour les offices de tourisme de Savoie. Et déjà bien sur Lyon, on a fait des pas de côté sur Grenoble déjà, etc. Donc voilà, ça peut concourir à une marque territoire, d'avoir ce lien qui permet de garder des candidats quelque part, en fait, de se les échanger. Voilà. Yann, j'ai une question pour toi, s'il te plaît. Sur la présentation de tout à l'heure, alors je bascule, je change un petit peu de sujet, mais j'anticipe les questions-réponses éventuellement. J'ai retenu de chiffres les 87% de candidats qui attendaient d'avoir des précisions au niveau du salaire en fait, sur les offres d'emploi et je crois 30% de mémoire des employeurs qui le faisaient réellement. Ma question était toute simple, c'était d'avoir vraiment ta vision là-dessus. Est-ce que du coup l'employeur doit répondre à la demande des candidats de donner des indications de salaire? Moi, j'y vois un gros avantage, c'est que souvent ça évite le décalage de sortir un poste qui est budgété à 25 000 balles par an pour nous et un candidat qui en demande 50 000 et qu'on s'en rend compte au bout d'une heure et demie d'entretien. Ça permet quand même de créer des bases parce qu'on a tous des structures avec des budgets à gérer. Donc, j'ai envie de dire, la valorisation des postes, on les connaît au moment où on lance les offres, même s'il y a une situation qu'on est capable d'accepter, mais qui peut rentrer dans la fourchette. Qu'est-ce qui motive vraiment, quel est l'intérêt pour un employeur de ne pas mettre de niveau de salaire, en fait? Puisque 70% finalement n'en mettent pas. C'est complètement une pratique qui s'est installée depuis 20 ans, en fait, et on a du mal à changer de pratique encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne la met pas parce qu'on ne l'a jamais mise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une boîte, il y a un ancien DRH, un ancien DG qui est sur des vieilles pratiques, des vieux fondamentaux qui disent moi, je refuse qu'on mette les salaires. C'est motivé par rien de factuel. Il ne sait pas dire pourquoi. Il n'y a pas de raison. On est soit dans l'ordre de l'habitude, de l'émotionnel ou du refus ou que sais-je encore. Donc, je n'ai jamais trouvé d'études d'information qui dirait vraiment, voilà, je vais vous expliquer pourquoi je ne mets pas de salaire. Donc, honnêtement, et j'ai bossé dans beaucoup de boîtes, à chaque fois qu'un client m'a dit non, nous, on ne le met pas, je leur ai demandé, mais c'est pourquoi? J'avais des arguments pour leur dire, il faut le mettre. En face, à chaque fois, la réponse, c'est comme ça.
Alors moi, je vais juste donner mon expérience en faisant du recrutement quand on est sur un poste, on va dire, qui s'intègre dans une équipe bien ciblée, avec une expérience bien ciblée, c'est très facile de mettre un salaire. Ça faisait presque 9 mois qu'on cherchait un contrôleur de gestion comptable et aussi expérimenté en comptabilité publique parce qu'on est comptable public à Chambéry. Un profil, voilà, des comptables, c'est déjà difficile à trouver, mais trouver quelqu'un en plus qui a une expertise en marché public et en comptabilité publique, pour nous, c'était vraiment difficile à trouver. On n'a donc volontairement pas mis de salaire parce que on est passé de l'alternant à quelqu'un qui a aujourd'hui, on a eu 3 postes, 3 personnes qui sont reparties ou qui ne sont pas restées ou qu'on n'a pas voulu conserver pour au final recruter quelqu'un qui a 58 ans aujourd'hui et dont on est très content. Mais on aura mis 10 mois pour le trouver. Donc aujourd'hui, on ne mettait plus de salaire sur le poste parce que forcément, entre quelqu'un qui vient d'arriver et qui a 2 ans d'expérience ou quelqu'un qui en a 30, on n'a effectivement pas proposé le même salaire à ce candidat que si on avait mis un salaire de débutant, il n'aurait même pas postulé. On est bien d'accord, mais du coup, ce que vous me dites là, c'est qu'à la base, il y avait un problème de cahier des charges. Du coup, on ne savait pas trop de qui on avait besoin. Vous avez tâtonné finalement. Aujourd'hui, on savait qu'en mettant une offre, on avait 5 candidats et c'était tout type de profil. Donc aujourd'hui, d'oser dire on veut un jeune ou on veut quelqu'un d'expérimenté, on avait trop peu de chances déjà d'avoir 3-4 candidatures. C'était déjà pas mal, quoi. Et on a fait passer par l'offre, par le Trésor public et par l'agglomération de Chambéry pour arriver à trouver quelqu'un qui faisait de la comptabilité publique. Il y a toujours des cas, de toute manière, qui viennent contredire, et vous en avez trouvé un bon. Et après, quand on dit salaire, c'est une fourchette. Hein. C'est-à-dire que si on a comme profil, je recherche de l'alternant au senior, bon, déjà, on peut se poser la question du profil. Et donc, on peut tout à fait dire que le salaire ira de 30 000 € à 90 000 selon le profil. L'alternant, on l'a eu et au bout de 10 jours, elle nous a dit, en fait, je me suis fait une fausse idée de ce que c'était. Oui, voilà. Je ne vais pas continuer et on a recruté pour une énième fois et au final, on sort avec un senior. C'était pas une volonté. C'était pas une volonté de prendre un profil senior ou de prendre un profil d'alternance. C'était de se dire, on s'adaptera en fonction de la personne qui sera avec une certaine envie à travailler dans de la comptabilité. C'était selon profil. Donc là, dans ces cas-là, autant que faire se peut, on essaie de mettre une fourchette et parfois, c'est complètement impossible. Il ne faut pas que ça soit la règle. Voilà. Non, bien sûr. On est d'accord. J'ai souvent cette image, c'est comme quand quelqu'un recherche à acheter un appartement. Ça, c'est des études. Hein. On clique 2 fois plus sur l'appartement pour lequel on a le tarif que celui pour lequel on n'a pas le tarif. C'est-à-dire que quand on cherche un bien immobilier, à location ou en achat, s'il n'y a pas de prix, on clique moins. C'est attesté sur les sites d'immobilier. En tout cas, sur le site, par exemple, je pense à Indeed, qui peut être un des sites sur lequel on va assez régulièrement. De mémoire, je crois qu'on ne peut même plus valider une offre s'il n'y a pas un tarif. Donc, ça oblige aussi à se reposer la question sur le critère de la rémunération à un moment donné. Alors, sur Hello Work, maintenant, sauf erreur de ma part, c'est obligatoire d'indiquer au moins une fourchette de salaire. Et ça va devenir la norme, hein, très clairement. Je crois qu'on vient d'une pratique de manager à l'ancienne où, en fait, le salaire était tabou, que ce soit au travail ou dans la société. Et les jeunes générations sont beaucoup plus décomplexées par rapport à ça. Oui, il y a aussi vraiment, exactement, c'est ce tabou hérité du passé où on s'imagine qu'on va pouvoir recruter quelqu'un avec 10 000 € de moins annuel et que ça ne se saura pas dans les équipes. On a embauché quelqu'un à 30 000 kg et que toute l'équipe est à 45 000 et que ça ne va pas poser de problème. C'est juste une bombe à retardement. À un moment donné, ça va poser un problème, c'est évident. Il faut gérer. Bien souvent, c'est les managers qui a à convaincre. Qu'on veut innover en recrutement ou en management, c'est un peu toujours un premier frein, les managers. Puisqu'ils héritent de plein de choses. De la culture, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou des remarques sur la présentation, sur ce recrutement sans CV? Est-ce que le recrutement sans CV vous fait peur? J'imagine que vous, chez les saisonniers, vous en avez l'habitude. Ce n'est pas ce que vous regardez le premier, mais pour saisonnier, que vous pratiquez le recrutement sans CV? Il vous effraie? Ou ni l'un ni l'autre. Peut-être Yann, pour revenir sur l'idée justement de reproposer aux candidats non retenus
d'être intégré dans une base de données. C'est vrai que ça rejoint un débat qu'on avait eu au sein, notamment de notre conseil d'administration et aussi avec Rémi sur l'opportunité et la possibilité aussi d'arriver à garder les compétences dans le réseau. Parce que c'est vrai qu'on est dans des structures où les salariés sont plutôt mobiles. On a aussi beaucoup de jeunes qui souhaitent pas faire des carrières de 20 ans au même endroit et on les comprend aussi. On est sur des postes qui demandent pas mal de formation. Et c'est vrai que une fois que la personne est formée, quand elle s'en va, c'est souvent un petit peu dommage. Et il faut recommencer. Et c'est peut-être intéressant justement que ces compétences servent au réseau. Et voilà, c'est un débat qu'on avait commencé à ouvrir, sur lequel on n'avait pas forcément avancé plus que ça, parce que on n'est pas vu pour l'instant de solution, mais c'est peut-être une façon aussi d'aller sur ce point-là. Deux niveaux de réponse. Je crois que c'est un vieux débat, ça, de se dire, oui, on forme des gens et en plus, s'ils nous quittent, ça nous a coûté cher, ils ne sont pas restés longtemps. Donc, on voudrait les garder. De mon point de vue, je crois qu'en 2023, il faut dépasser ce raisonnement. C'est de mon point de vue, je ne dis pas que j'ai raison, j'y mets beaucoup d'humilité. Mais je crois que c'est fini le temps où on pouvait constituer des réseaux de gens qu'on forme et qu'on garde, etc. De mon point de vue, et de toute manière, l'hôtellerie et la restauration me dit la même chose, l'industrie chez Biomérieux, etc., ils disent la même chose. Moi, on forme les gens, ça nous coûte cher, il faudrait les garder. Je crois qu'il faut décloisonner, en fait. Je crois qu'il faut former, il faut accueillir les gens, il faut les former, il faut leur promettre une carrière ou pas, il faut leur promettre du temps sympa au travail. Si ça dure 6 mois, 1 an, c'est top. Si ça dure 2 ans, c'est super. Ils vont partir, mais en tout cas, ce qu'il faut plutôt amorcer comme travail, c'est le fait que même s'ils repartent, ils repartent avec une bonne image et ils iront se former ailleurs et peut-être qu'ils reviendront avec d'autres formations acquises ailleurs et que finalement, en décloisonnant, on contribue tous à la formation de quelqu'un. Et que donc, plutôt que de rêver au grand soir de ce vivier de personnes qu'on forme et qu'on garde dans un réseau, il vaut mieux penser au petit matin des gens qui prennent plaisir à postuler, à être managés et d'enchaîner. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois qu'on n'arrivera pas en fait à garder les gens parce qu'on les a formés. Alors on va essayer de mettre des clauses de dédit de formation. Ok. Je pense qu'il faut plutôt bosser sur des micro-formations qui coûtent peut-être moins cher, qui sont plus opérationnelles, plutôt que des grandes séquences de 6 mois, et se dire la personne, elle vient, on la forme 5 jours et elle permet de faire tel job. Et puis après, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on la reformera 5 jours pour qu'elle prenne un job un peu différent. Et plutôt y aller pas à pas comme ça, que comme une société d'assurance que je connais bien, qui récupère des gens pour des CDD de 6 mois et ça commence par 1 mois et demi de formation. C'est pas possible. Déjà, les gens, quand ils viennent bosser, ils n'ont pas envie de passer 1 mois et demi en formation. Donc voilà, je me demande si le débat, on ne devrait pas l'élargir au fait de, bah oui, c'est pas grave, on les forme, ils ne restent pas forcément longtemps, mais ils ont été tellement bien formés que, 1, peut-être qu'ils vont rester, et 2, en tout cas, ils vont revenir. Ce qu'on appelle les salariés boomerang. Ok, intéressant aussi. Ouais. C'est un autre point de vue, hein, c'est pas que j'ai raison. J'ai pas forcément de CV, nous demandons un audio ou vidéo pour nous donner 3 raisons de rencontrer le candidat. C'est Hélène qui le dit, ouais. Donc ça, c'est sur l'entretien vidéo différé. Alors l'entretien vidéo, il est aussi assez discriminant. Je vous avoue que chez Je ne suis pas assez, on n'est pas des grands fans de l'entretien vidéo, puisqu'on est plutôt à promouvoir l'égalité et la diversité, et de notre point de vue, la vidéo est assez rapidement discriminante. Pour le physique, le nom, le prénom, même s'il est très utile pour l'élocution, pour la présentation, et pour avoir fait beaucoup de formations vidéo, j'ai fait beaucoup de tournages, j'ai beaucoup prompté, j'ai beaucoup tourné, c'est très compliqué de se filmer et de ne pas se sentir ridicule. On déteste tous notre voix, on ne sait pas comment se présenter, c'est très compliqué de se filmer et d'avoir l'air intelligent. C'est très compliqué. Oui, presque plus qu'une lettre de motivation, oui. Ah bah oui, parce que de motivation, à l'écrit, on peut se relire, on a le droit de se tromper. Puis en plus, il y a des logiciels, il y a des plateformes d'entretien vidéo différées qui disent que vous n'avez pas le droit de recommencer à vous filmer. C'est-à-dire que c'est en one-shot, c'est une prise unique. C'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Alors, Hélène nous dit que, par contre, eux, c'est en audio. Oui, voilà, j'ai vu audio et puis j'ai vu audio ou vidéo. C'est sûr qu'en audio, c'est plus simple. Genre, on coupe la barrière du film et c'est très compliqué de se filmer. L'audio, effectivement, pour le coup, ça me semble beaucoup plus intéressant, clairement. Là, j'y vois beaucoup d'avantages. D'expression orale, entre autres. J'ai une question. Oui.
Moi, je me demandais par rapport à votre logiciel, là, finalement, qui fait matcher des compétences et des candidats. Hein, on a perdu, Euh, je crois. Ah, Nathalie, on t'avait perdu un petit moment. Et si Ah. tu peux recommencer ta question, s'il te plaît. Oui, je me demandais quel retour vous aviez par rapport à votre expérience de recrutement sans CV, quel retour vous aviez de la part des candidats. Qu'est-ce qui ressort? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils apprécient? Enfin, quel retour vous avez sur le terrain? C'est une très bonne question parce que on pourrait s'imaginer que les candidats sont absolument fans et très ouverts, etc. Mais il se trouve que les candidats, il faut qu'on les coache aussi. C'est-à-dire que quand on est candidat, je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà, même quand on a les compétences, on ne postule pas. Imaginez-vous qu'on présente aux candidats des offres pour lesquelles ils n'avaient absolument pas pensé. Oui. Alors, parfois, ça suscite, je vais prononcer le mot de vocation, mais ce n'est pas une vocation, ça suscite un intérêt. Ils disent, ah bon, vous pensez vraiment que je peux le tenter? On leur dit, bah oui, tu as les compétences transférables. Mais bien souvent, il faut les coacher parce qu'ils ne se sentent pas légitimes pour aller faire autre chose que ce pourquoi ils ont l'habitude, ou etc. Donc, ce n'est pas aussi simple. Il y a aussi un côté pédagogique côté candidat. Et puis, c'est aussi assez compliqué pour les personnes qui ont des carrières hachées, qui ont fait plein de petits jobs, plein de CDD, plein de trucs. Alors, on a beau leur dire que c'est riche, leur expérience est riche de plein d'expériences et donc de compétences. Eux, ils voient plutôt ça comme quelque chose où ils disent, mais non, mais on ne voudra jamais de moi avec ma carrière. Donc, déjà, pour le coup, le fait de ne pas avoir de CV, ça masque tout ça. Malgré tout, ça nécessite… Alors, nous, on organise 2 job dating par mois environ. Des candidats, on en voit à chaque fois 100, 150. C'est vraiment le ressenti qu'on a. C'est qu'on a des candidats qui ne s'autorisent pas à postuler ailleurs. Ils ne se sentent pas légitimes. Donc, mais quand il y a l'explication, c'est très bien perçu. On a un taux d'adhésion qui est extrêmement fort, côté entreprise et côté candidat. Mais on est un peu en innovation. Donc, comme toute innovation, elle nécessite de la pédagogie aussi côté candidat. Mais je crois que c'est comme vous en interne, quand vous dites à quelqu'un en interne pour mobilité, mais pourquoi tu n'as pas postulé à ce poste-là? Il va vous dire, ah, je ne me sens pas prêt ou c'est pas pour moi. Vous allez avoir les mêmes profils en interne sur de la mobilité parfois. Voilà. C'est vrai. OK. Merci. Merci de cette question tout à fait pertinente. Autre chose? Non? Si on a fait le tour, tant mieux. C'est pas souvent qu'on finit en avance, mais je crois que les échanges ont quand même été bien riches. J'ai comme déjà remercié Yann qui nous a offert une intervention. Je pense que voilà, il y a vraiment du contenu à exploiter. Par rapport au collectif, je ne suis pas un CV. Donc, on va voir avec Yann aussi comment on peut vous proposer une suite. Yann souhaitait ouvrir sa plateforme aux offices de tourisme. Donc, voilà, je pense que ça peut avoir aussi un intérêt pour vous. En 2 mots, effectivement, ce que j'avais proposé à Dominique, on va en parler, c'était de se dire, pour qu'une plateforme fonctionne, il faut des candidats. Donc, il y avait un premier temps que j'aurais pu vous proposer, c'est un temps de communication dans chacun des offices du tourisme, avec des QR codes, avec des choses qui permettent aux candidats qui passent dans les offices de tourisme de dire, bah, tiens, je flash et je m'inscris sur la plateforme. Donc, c'est très local pour le coup. Et puis, de vous fournir ces liens traqués pour que toutes les candidatures que vous refusez puissent venir alimenter localement cette base. C'est un premier temps d'aide à la construction de la base, collectivement. Et puis, dans un deuxième temps, de vous ouvrir la base pour que vous puissiez diffuser vos offres et recueillir le fruit de ce que vous allez semer en termes de bonnes pratiques. C'était un peu le sens de ce que j'avais proposé. Et Dominique me dira ce qu'il en est. Est-ce qu'on aurait la possibilité de lier ça avec notre ATS, par exemple? En termes de diffusion d'offres? Oui? Non, madame. Non. Pour 2 raisons. On n'a pas encore développé toute cette partie de connexion. Et en plus de ça, on va vous faire une démo, mais on ne dépose pas des offres comme vous le faites sur d'autres job boards. Nous, Okay. Notre dépôt d'offres, c'est je dépose, le mot, c'est cariste. Je cherche un cariste, je dépose cariste. Et nous, on en déduit les compétences attendues. Et vous allez préciser le lieu, le salaire, etc. Vous allez décrire votre entreprise. Et ça, c'est envoyé aux candidats. Mais pas à tous les candidats, uniquement aux candidats qui ont des prérequis. Donc, c'est aussi pour cette raison que la liaison avec l'ATS est plus compliquée que cela. Oui, d'accord. Très rapidement. OK.
C'est très rapide de déposer un besoin sur la plateforme, hein. C'est 3 minutes. On vous fera passer, voilà, on va voir avec elle comment concrètement on va organiser les choses et on va vous faire passer toutes les informations par la suite. Donc, merci de cette intervention, Yann. Je pense que voilà, il y avait du contenu qui était riche. Merci aussi Rémi et Servan pour ce partage d'expérience. Je pense que voilà, il faut vraiment qu'on continue ces moments de partage dans le réseau pour avancer collectivement et progresser collectivement dans notre réseau. Sur la suite de notre programme, alors Yann m'a déroulé le tapis rouge parce que je voulais vous annoncer les formations à venir. Donc le 24 et 25 avril, une formation construire et développer sa marque employeur. On a vu aujourd'hui comme c'était important. J'ai retenu que 78% des candidats regardaient voilà ce qu'il en était de l'entreprise avant de candidater. Donc il y a encore de la place pour cette session de formation. Et l'autre formation qui aura lieu le 30 et 31 mai sur optimiser ses processus de recrutement en 2023. Donc là, tous les deux, des formations trajectoire tourisme. Et sinon, notre prochain webinaire qui sera sur les attentes des jeunes. On en a beaucoup dans nos équipes. Et voilà, je pense qu'il y aura aussi des choses très intéressantes à partager sur ce sujet-là. Vous retrouvez bien sûr le programme complet sur notre site. Et sinon, on vous renverra aussi un petit mail de rappel à chaque webinaire tout au long de l'année. Donc voilà, merci pour votre participation à tous. Bonne continuation. Continuez à nous partager aussi vos expériences parce que c'est riche pour le réseau. Et merci Yann et Rémi et Servan. C'est moi qui vous remercie. Pardon? C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée à tous et à la prochaine.